Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Très bien. Bien, donc je commence par partager mon écran. Donc, on passe au TD numéro 4. Donc, durant les TD précédents, donc on avait commencé à connaître une image, telle qu'une image est une matrice. Euh, on a su comment extraire, comment déjà améliorer une image en utilisant l'amélioration d'histogrammes. Donc, on a calculé des histogrammes et on a appliqué une extension d'histogramme et une égalisation. Ensuite, on est passé vers les points d'intérêt dans une image et on s'était basé sur le descripteur de Moravec, le descripteur d'Harris. Et on avait dit qu'il y avait beaucoup plus de descripteurs dans la littérature, mais qu'on se contenterait juste de quelques-uns qui sont une base. Et en maîtrisant cette base, donc on peut passer, pardon, donc on peut passer à quelque chose qui est plus avancé que ça. Et donc aujourd'hui, on va un petit peu changer de direction pour aller voir les canaux d'une image. Et ça, vous avez déjà fait en cours. Et on est déjà passé par là, donc durant l'analyse par histogramme. Donc on a vu qu'une image, on peut la lire au niveau de grille, comme on peut la lire dans les autres canaux, que ce soit le canal RVB, le canal, les canaux RVB, les canaux HSV. Vous avez vu aussi en cours le canal, les canaux XYZ, etc., etc. Donc, on va essayer de faire juste un petit exercice, juste pour initier nos implémentations. Et pourquoi on veut passer par le passage entre différents canaux? Justement pour faire de la segmentation. Donc, la prochaine étape qu'on va faire, ça va être un petit peu analyser quelques algorithmes de segmentation. Et la segmentation, c'est aussi un domaine très, très vaste dans le traitement d'images et la vision par ordinateur et l'analyse d'images. Donc, sans plus tarder, commençons par le premier exercice de la conversion de couleurs. Donc, soit l'image suivante, soit l'image suivante à trois canaux, donc RVB. Euh, donc, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de décrire une image comme étant une matrice à deux dimensions. Mais en fait, la troisième dimension, euh, ça peut être la dimension des canaux. Euh, Troisième dimension, les canaux. Quatrième dimension, le temps. Et encore, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Euh, Aussi ici, entre parenthèses, donc nous, on connaît les systèmes RVB, on connaît les systèmes HSV, on a vu aussi le système XYZ, mais sachez que ce n'est pas toujours un multiple de 3. Euh, on a aussi des images multispectrales, et les images multispectrales, ça a encore beaucoup plus de canaux que seulement le R, le B et le V. Et généralement, on utilise l'imagerie multispectrale, soit... alors, une seconde, je vais enlever le son ici, parce que j'ai un écho. Donc, pour les images multispectrales, on va trouver ça soit dans les images satellitaires. Donc, si vous voyez les images satellitaires, donc pour voir les végétations, pour voir l'eau sur la Terre, pour voir différents reliefs de la Terre, on utilise des images multispectrales où on capte plusieurs couleurs et non seulement le rouge, le vert et le B. Et si vous vous rappelez, durant nos toutes premières séances, on avait parlé de l'œil humain et on avait dit que l'œil humain capte, comme nos caméras, le rouge, le vert et le bleu. Mais il y a d'autres canaux. Donc, je parle d'images satellitaires, je parle aussi d'images multispectrales. Et ça, c'est un domaine aussi très, très vaste et on recherche encore euh, l'imagerie. Donc, on appelle ça les MSI, donc Multispectral Imaging, ou bien les multi-MSI pour Matrix Assisted
euh, multispectral imaging. Et en fait, là, on est en train de parler d'imagerie obtenue avec des instruments médicaux hyper sophistiqués. Et ces images, en fait, on arrive à voir plusieurs spectres, des millions de spectres de l'image, et on obtient ça avec des ionisations sur des cellules. Donc des cellules microscopiques, et on peut voir donc à l'intérieur d'une cellule grâce à l'imagerie multispectrale et grâce aux instruments MSI ou MALDI MSI. Entre parenthèses, on va pas aller au fond de tous ces types d'images, bien que je vais essayer, donc avant notre TP, de trouver quelques images multispectrales, notamment des images médicales, des images de cellules, pour essayer de voir comment on peut les lire et comment on peut voir donc, les différents canaux de cette image ou de ce type d'image. Donc, commençons avec donc, le TD. Donc, voici notre image. Le canal bleu, donc ça c'est notre image au niveau du canal bleu, notre image au niveau du canal vert, notre image au niveau du canal rouge. Et donc pour avoir donc la couleur qu'on voit, on va mélanger donc le bleu, le vert et le rouge, et on obtiendra une nouvelle couleur. Et c'est l'image qu'on pourra voir. Donc pour notre image, on va essayer d'abord de convertir notre image I en niveau de gris, de la convertir dans l'espace V, et normalement c'est T, tint, saturation et valeur. Donc en anglais c'est hue, saturation, value. Et enfin, on va essayer de convertir notre image à l'espace X, Y, Z. Donc commençons avec l'espace niveau de gris. Alors donc pour le passer d'une image RVB à une image en niveau de gris, on applique donc la formule suivante. Alors l'image en niveau de gris, que j'appelle gris, est égale à alpha fois le rouge, plus bêta fois le vert, plus gamma fois le bleu. Donc si je prends une équité entre les trois canaux, et généralement c'est pas vraiment une équité, donc lorsqu'on on va le voir en TP, donc lorsqu'on convertit de niveau de gris vers plutôt de RVB vers niveau de gris, donc c'est alpha, bêta et gamma n'ont pas le même poids. Mais donc pour la simplicité de cet exercice, on va prendre le même poids. Donc l'image en niveau de gris, donc je prends tout simplement mes valeurs, donc le R, le V et le B pour chaque pixel. Donc si je reviens sur mon image, donc ça c'est le pixel bleu, donc le premier pixel, donc 0, 0, I de 0, 0, I de 0, 0 pour le vert c'est 106, I de 0, 0 pour le rouge c'est 40. Donc pour trouver le pixel en niveau de gris, je prends 124 plus 106 plus 40 divisé par 3. Et c'est ce que j'ai ici. Donc j'ai multiplié, donc alpha, alpha qui est 1 demi fois 124 plus 1 demi fois 106 plus, pardon, 1 tiers. 1 tiers plus 40. Donc j'ai la première valeur qui est égale à 90. J'applique ça aussi sur les deux autres valeurs de la première ligne, deuxième ligne, et les trois valeurs de la troisième ligne. Voilà, donc j'aurai donc mon image en niveau de gris. Maintenant, pour passer à l'image en TSV, donc teinte, saturation et valeur, j'applique donc trois formules. Euh, donc, pour avoir la teinte, la valeur, donc c'est le vert et le bleu divisé sur 3. Saturation, j'appliquerai donc 1 moins 3 fois le minimum du rouge, du vert et du bleu, plus le vert, plus le bleu. Et enfin, pour la teinte, qui est le T, je vais appliquer la règle. Donc, le résultat, c'est θ si B inférieur ou égal à G, et c'est 2π moins θ si B est supérieur à G. Donc, G ici, c'est le vert. Voilà. Donc, delta est égal à arc cosinus, donc
le rouge moins le vert, plus le rouge moins le B, sur 2 fois racine du rouge moins le vert, plus le rouge moins le B, fois le vert moins le bleu. Et donc, ça, c'est nos formules pour calculer l'atteinte, la saturation et la valeur. Donc, on va essayer d'appliquer ça sur notre image. Donc, le V, donc on avait dit que c'est tout simplement les 3 canaux divisés par 3. Donc, les 3 canaux divisés par 3, ça, c'est exactement ce qu'on vient de calculer ici. Donc, le vert, on vient de l'avoir. La valeur, pardon, la valeur, on vient de l'avoir. Maintenant, on passe à la saturation. Donc, la saturation, ça va être 1 moins 3 fois le minimum entre les 3 valeurs sur la somme des 3 valeurs. Et donc, si vous appliquez vos calculs, vous aurez exactement ce résultat. Voilà. Voilà. Alors, la saturation, alors j'aurais pu appeler ça S. Je préfère appeler ça S, qui est la saturation, l'atteinte. Donc, je prends toutes les valeurs, le minimum, je multiplie par 3 et je soustrais 1. Donc, on aura quelque chose qui ressemble à ceci. Et en fait, ça, c'est un pourcentage d'un cône de propreté de la couleur. On passe enfin au calcul de la teinte. Et pour la teinte, donc, on va commencer par le calcul de θ. Alors, donc, où en était notre formule? Donc, notre formule est là. Donc, T est égal à θ si B inférieur à V, donc le bleu est inférieur au vert, sinon c'est 2 pi moins θ. Donc, on va d'abord commencer par calculer θ. Et θ, donc c'est le cosinus inverse de R moins V plus R moins B sur la racine. Et c'est exactement ce que j'ai mis ici, donc R moins B plus R moins V sur la racine de R moins B au carré plus R moins V au carré multiplié par B moins V. Et donc, j'aurai en fait le cosinus inverse de ces valeurs. Et en appliquant donc l'inverse de la cosinus, donc quel est l'angle qui me donne ce cosinus? C'est ces angles que j'ai ici. Donc, θ, maintenant, on applique tout simplement l'équation, voilà, la comparaison. Donc, est-ce que B est inférieur à V? Donc, dans tous les cas, je compte sur le premier cas. Et donc, j'aurai donc ma teinte qui est celle-ci. Donc, la teinte vient. Voilà, donc maintenant je vais convertir de RVB vers X, Y, Z. X, Y et Z. Et donc l'espace de couleur X, Y, Z que vous avez vu en cours aussi. Donc je sais que X, Y, Z est égal à mon RVB qui est égal à des poids. Donc ça, c'est les poids que je multiplie par mon image RVB. Donc si je prends pour chaque pixel mes RVB, j'aurai, donc en appliquant un calcul matriciel, j'aurai mes X, Y, Z. Donc pour chaque pixel, je vais remplacer ces valeurs. Et pourquoi j'ai pas mis les résultats? Je me rappelle pas. C'est pas grave, donc on va essayer de le faire ensemble. Donc pour le premier pixel, X, Y, Z du premier pixel, donc je vais tout simplement remplacer mes valeurs. Donc ça, c'est la matrice de coefficients. Et je vais remplacer, donc je ramène ma matrice.
je ramène ma matrice. Donc ça, c'est notre matrice RGB. Donc je prends pour le premier pixel 124, 124, 106, et pour le bleu, RVB, BVR. Pourquoi j'ai mis un BVR? Une seconde. Est-ce que, est-ce que je me suis trompée ici? Alors, RVB, R-V. R-V. R, c'est le 40. R, c'est le 40. Oui, donc ici, c'est l'inverse. Donc, R, c'est notre 40. C'est notre 40. V, c'est notre 106. Et B, c'est notre 124. Donc, j'applique calcul matriciel simple. Donc, j'aurai 0,41 multiplié par 40, plus 0,35 multiplié par 106, plus 0,18 multiplié par 124. Et donc ça, je vais quand même utiliser rapidement Excel pour ça. Je prends ma matrice. Et je remplace. Donc, on a 0,4, 41, 24, 0,35 quelque chose, et 0,18 quelque chose. Ça, c'est bon. Et enfin, ça, c'est bon. Donc, je multiplie par 40, 106 et 124. Alors, notre X, notre X va être égal à ça, multiplié par ça, plus ligne multiplié par colonne, plus ligne multiplié par
colonne. Et donc, j'aurai ma première valeur. Voilà, donc mon premier pixel, c'est celui-ci. Et donc, je reviens à mon résultat. Donc, notre matrice va être égale à donc, première valeur, 76,78. Première valeur. Deuxième valeur, alors 137, 119 et 53. Donc, 137, 119 et 53. Ça me donne 108,61. Donc, je vais mettre 108,61. Troisième valeur. Troisième valeur. Alors, troisième valeur, 81, 61 et 0. Donc, ça me donne 55,21. 55,21. Prochaine valeur, 115, 99 et 37. Et ça nous donne 89,50. Prochaine valeur, 145, 129 et 67. Et là, j'aurai 118,02. 118,02. Prochaine valeur, 127, 109. Et ça me donne 99,83. 99,83. Prochaine valeur, 80, 66 et 5, 57,49. Prochaine valeur, 89, 90, 89, 75, 89, 75, 14. Et ça me donne 66,05. Et enfin, donc 90, 74 et 15. Et là, donc notre dernière valeur, c'est 66,28. Voilà, donc je prends donc pour tout mes j'ai inversé le R et le B. Oui, le R et le B. Et ça, c'est bête vu que tous les calculs vont être erronés. Et ce n'est pas la seule erreur que j'ai fait. Ce n'est pas la seule erreur que j'ai fait. En fait, j'ai eu seulement le X. Donc, jusqu'à présent, alors, on va supposer que je n'ai pas inversé. Et si je n'ai pas inversé, en fait, ce qu'on vient de calculer, c'est seulement le X. Hein. On a juste calculé le X vu que j'ai pris seulement la première ligne avec la colonne. Donc, deuxième ligne avec la colonne, ça va me donner une deuxième valeur que j'aurai ici.
Donc, en fait, ça va être égal à tout ça. Non, ça va être égal à ça, multiplié par ceci, plus ça multiplié par ça, plus ça que je multiplie par la dernière valeur. Donc, ça, c'est pour le x, ça, c'est pour le y, et ça, c'est pour le z. Donc, égal à cette valeur multipliée par cette valeur, plus cette valeur multipliée par cette valeur multipliée par cette valeur. Voilà, donc ça, c'est juste le premier pixel pour le canal X, le canal Y et le canal Z. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et j'ai inversé le R, le V et le B. R, donc, ça serait plus astucieux de prendre ça et de le mettre en premier. Je prends la deuxième valeur en deuxième et je prends la troisième en troisième. Voilà. Donc, notre X ici, c'est pas le bon X, hein. Ah, si, c'est le bon, c'est pas le bon X, vu que j'ai inversé le R, V. Donc, deuxième valeur, c'est le V. Et troisième, c'est le V. Voilà. Donc, oui, OK, toute la série. Je vous envoie tout de suite. En fait, il y a juste cet exercice sur la série pour le moment. Vu que les prochains, ça sera pas vraiment des exercices, mais ça sera plus des explications de la segmentation. Donc, je vous envoie ça tout de suite. Mais le R, donc j'enlève ça quand même, vu que c'est pas sûr que ça soit juste. R, V et B, X, Y, Z. Donc, pour notre premier X, Y, Z, je remplace 40, R, V et B. OK, donc je vous envoie ça tout de suite. Voilà, donc je viens de vous envoyer l'exercice. Mohamed, je viens de vous envoyer l'exercice. S'il vous plaît, partagez avec vos camarades. Donc voilà, donc ça c'est pour le passage. Merci. Donc ça c'est pour le passage du système RBB vers le système XYZ. Donc il faut juste faire attention que ici, je ne suis pas en train d'avoir une seule valeur, mais je suis en train d'avoir les trois valeurs en même temps, donc les trois canaux en même temps. Et, et en fait, comme résultat que j'aurai un résultat qui ressemble à ceci. J'aurai ça, l'image de X, l'image de Y
et l'image de Z. Donc, si je reviens sur notre premier pixel, le premier pixel était à 40, 106 et 124. Donc, 40, 106, 124. Donc, le premier pixel va être 76,78. Ça, c'est notre premier. Le Y va être égal à 93,26 et le Z va être égal à 131,26. Donc ça, c'est pour notre premier pixel. Donc je prends les trois canaux R, V et V et j'aurai donc les trois canaux aussi, X, Y et Z. Donc c'est un peu différent de ce qu'on avait fait en HSV ou en TSV, vu qu'en TSV, on avait calculé directement toute la matrice en se basant sur les trois couleurs, alors qu'ici, donc avec un calcul matriciel, je suis en train d'obtenir donc X, Y, Z. Ma première matrice est de 3 fois 3. Mon deuxième vecteur, donc le résultat va être 1 fois 3. Donc, c'est le nombre de... euh, le nombre... voilà, donc le nombre de colonnes de ma deuxième opérante et le nombre de lignes de la première opérante. Donc voilà, pour le deuxième pixel, je remplace tout simplement, pareil. Donc ça va être 53, 119 et 137. Et le résultat, ça va être donc 89, 89,14, 106,26 et 145,42. 145,42. 145,42. 5,42. Donc, mon premier X qui est égal à la ligne fois la colonne. Mon deuxième, le Y, donc qui est égal à la deuxième ligne fois la colonne. Et le troisième, donc le Z, qui est égal à la troisième ligne fois la colonne. Donc, calcul matriciel. Et donc, pour la troisième valeur, donc 0, 61, 81, je remplace 0, 61, 81. Et le résultat, ça va être 36,43, 49,47, 49,47 et dernière valeur, 84,26. Voilà. Un peu. Troisième valeur, donc je remplace pareil, 37, 99 et 115. Donc première valeur, 71, 41. Deuxième valeur, 86, 97. Troisième valeur, 121. Prochaine valeur, 67. Bon, je vais essayer de terminer ça. Comme ça, on est fixé. Et 145. Et ça me donne, je suis à ma deuxième valeur, donc 99,93.
116,97 et 154,49. Prochaine valeur, 47, 109 et 127. Et ça nous donne 81,28, 97, 97,11 et 134,61. Voilà. Prochaine valeur, 5, 66 et 80. Et là, donc, on aura 40,10, 54,04 et 84,0. 84. Valeur suivante, 14, 75 et 89. Et là, ça nous donne 48,65, 63,04 et 93,80. Dernière valeur, 15, 74 et 90. Donc enfin, on aura 48,89, 62,61 et 94,65. Donc très très facile. Donc pour le passage de RVB vers XYZ, donc on va juste donc on doit juste apprendre donc notre matrice de passage, notre matrice de poids. Et à partir de la matrice des poids, donc je peux calculer ce qui reste. Je peux calculer donc chaque canal, X, Y, Z, sachant que chaque canal, j'aurai donc un vecteur qui représente les trois canaux. Le canal X, le canal Y et le canal Z. Donc encore une fois, il y a énormément de canaux pour passer d'un espace de couleur à l'autre. Mais pour donc les besoins de ce TD, comme vous avez très bien fait en cours, regardez seulement l'espace HSV ou TSV, l'espace X, Y, Z et bien sûr le niveau de grille tel qu'on l'a déjà fait. Donc on va essayer d'appliquer ça en TP. Et pourquoi on fait ça? Donc parfois, pour la segmentation, on a besoin d'autres espaces de couleur, sauf l'espace de couleur RVB. Parfois, on a besoin de séparer la luminosité de la couleur, et c'est ce que va faire l'espace TSV ou HSV. Et donc, juste un exemple, l'espace TSV ou HSV est très utilisé pour éliminer le bruit dans des, pardon, pour éliminer l'ombre dans des vidéos. Et en fait, j'avais parlé un petit peu la fois passée sur la soustraction de fond. Donc, la soustraction de fond, ça, c'est pas dans le programme de ce semestre, mais ça sera probablement, on va probablement y toucher durant le deuxième semestre. Donc, pour la soustraction de fond, j'ai une vidéo et je sais qu'une vidéo, ce n'est autre qu'une séquence d'images. Donc, ce que je vais faire pour cette vidéo, je vais objets qui sont en mouvement, que je vais mettre en blanc, et les objets qui sont statiques, que je vais mettre en noir. Exactement la même binarisation qu'on avait fait, sauf que maintenant, on va binariser les objets qui sont en mouvement. Donc, si dans ma vidéo, j'ai une rue ou une autoroute et j'ai des voitures qui passent, pour l'autoroute, j'aurai du noir partout. Et pour les voitures qui passent, pour chaque voiture, la voiture sera colorée en blanc.
Et parfois, donc, pour la soustraction de fond, on applique une soustraction de fond généralement pour isoler les objets en mouvement, pour faire d'autres traitements, tels que la classification des objets. Si je suis dans une autoroute, je vais peut-être tester des voitures, voir les voitures qui dépassent 80 km/h, par exemple. Et pour faire ça, donc, je dois d'abord détecter que ça, c'est une voiture, ça, c'est un piéton, ça, c'est un vélo, etc. Ça, c'est un arbre, parce que parfois j'ai des arbres qui bougent à cause du vent et je dois les séparer, je dois les enlever de mon foreground, de mes objets qui sont en mouvement. Donc je prends mon objet qui est en mouvement et j'essaie de savoir est-ce que c'est une voiture, est-ce que c'est un piéton, est-ce que c'est un truck, un camion ou autre. Et pour faire ça, heu, fois j'ai un problème qui est l'ombre dans ma vidéo. Donc, si par exemple, hem, si je prends l'exemple de la soustraction de fond avec, hem, alors, subtraction et shadow removal. Voilà, donc par exemple ici, donc ici, ça c'est une soustraction de fond. Donc l'objet en mouvement est détecté, dans mon algorithme, dans l'algorithme qui est là et pour faire la soustraction de fond, donc je détecte mon objet, mais je dois enlever tout ça et ça, c'est l'ombre. Pourquoi? Parce que si je garde l'ombre, mon objet va être altéré, et je peux ne pas reconnaître cet objet. Donc ici, c'est un être humain. Si je prends cet être humain, je lui colle l'ombre et j'enlève tous les détails, donc je garde seulement la silhouette, j'aurai des problèmes à le reconnaître comme étant un être humain. Et donc l'ombre, c'est un problème dans la soustraction de fond, donc la détection d'objets en mouvement dans une vidéo. Donc, vous voyez ici, pour la première vidéo, donc ça c'est la soustraction de fond ici, et ça c'est l'ombre. Et donc ici l'ombre est isolée par rapport à l'objet. Et donc ici dans cette soustraction de fond, l'ombre qui est là en gris est complètement enlevée. Et parmi les techniques qui enlèvent l'ombre, justement, on a la technique de TSV. Donc, on prend l'image qui est en RVB et on va appliquer une certaine formule, RVB, mais sur le HSV ou le TSV. Euh, et cette formule donc, se base donc, sur la teinte et la luminosité au lieu de se baser seulement sur la couleur. Donc ça, c'est parmi les applications du système HSV ou du système TSV. Donc, ça d'une part. D'autre part, parfois, pour la segmentation d'objets, donc soustraction de fond, qui est détecter des objets en mouvement dans des vidéos, ça aussi, c'est une segmentation. On est en train de segmenter les objets qui sont en mouvement pour que l'objet qui est en mouvement soit en blanc et le reste soit en noir. Donc, le fond qui est en noir. Donc, une sorte de segmentation. Et donc, on passe par les différents canaux de couleurs pour appliquer une meilleure segmentation. Et donc là, ça nous ramène vers les algorithmes de segmentation qu'on va essayer durant les prochaines séances et qu'on va essayer aussi d'implémenter. Donc, ça, je vais réduire pour voir vos questions. Donc, c'est quoi la segmentation? La segmentation vise à regrouper des pixels semblables entre eux, suivant des critères tels que la couleur, la texture, les niveaux de gris ou le mouvement. Donc ici, on vient de voir la segmentation par rapport au mouvement, mais il n'y a pas que la segmentation par rapport au mouvement, la segmentation par rapport à la texture, par rapport à la couleur, donc les espaces de couleur dont on vient de parler,
ou non au gradient, à la magnitude du gradient. Et c'est ce qu'on avait vu, si vous vous rappelez, donc dans le TP précédent, qui était la segmentation, donc la binarisation de la magnitude du gradient. Le choix de l'approche de segmentation dépend du type d'application. Donc, soit je cherche la précision dans la segmentation, soit je cherche une rapidité ou le temps réel. Donc, pour le mouvement, très souvent, je cherche le temps réel. Ou je dois avoir donc un compromis entre le calcul et la précision. Donc, ça dépend du type de l'application, mais aussi du type des images. Donc, est-ce que mes objets sont homogènes? Est-ce que les contours sont bien marqués? Est-ce qu'il y a du bruit ou pas? Est-ce qu'il y a de l'ombre, etc. Donc, il n'existe pas de solution universelle pour le problème de segmentation. Et sachez que jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours de la recherche dans le domaine de la segmentation d'objets, que ce soit segmentation dans des imageries médicales, segmentation dans des vidéos, segmentation dans des images naturelles, etc. Et on parle récemment, on parle même de segmentation sémantique, c'est-à-dire qu'on va segmenter les objets directement selon leur classe. Nous aimerions exploiter quelques techniques de segmentation connues, donc quelques techniques que vous avez vues en cours, qu'on va essayer de comprendre en détail et qu'on va essayer d'implémenter. Donc, on va essayer de faire ça pendant toutes les séances qui nous restent, je pense, vu que c'est la seule chose qui nous reste dans notre programme. Donc, on va essayer de bien se baser sur les algorithmes de segmentation, bien les comprendre, voir ce qu'on peut améliorer dans ce qui existe déjà. Donc, les algorithmes qu'on va essayer de voir, ça va être l'algorithme par seuillage à partir d'histogrammes. Et ça, c'est très facile. Donc, on a déjà fait les histogrammes. Ça va être une application directe de ce qu'on a fait. L'algorithme de segmentation par K-means ou K-moyenne. Et ça, c'est très intéressant. Et ce qu'on va faire avec K-means, on va le revoir aussi. Vous allez le revoir aussi pour l'algorithme de machine learning ou d'apprentissage automatique durant votre prochain semestre, Inch'Allah. Vous avez aussi la méthode de croissance de région qui existe jusqu'à aujourd'hui et qui est jusqu'à aujourd'hui utilisée. Et on a aussi donc la méthode de division et fusion. Et ça aussi, c'est une méthode très, très intéressante qui est le split and merge. Donc ça, c'est des méthodes basées sur les régions qu'on va essayer de voir. Et les méthodes mixtes, donc c'est des méthodes qui sont basées sur des régions et sur des contours. Et là, donc on a les deux algorithmes un petit peu plus compliqués, qui sont l'algorithme de ligne de partage des eaux et l'algorithme de contour actif. Donc ici, on aura beaucoup de mathématiques à maîtriser, mais le résultat est dépendant du type d'image pour d'autres approches. Donc on commence rapidement, je pense qu'il nous reste 5 petites minutes. Donc on va essayer de parler très rapidement sur la méthode de seuillage à partir d'histogrammes et on va laisser donc les autres méthodes pour nos prochaines séances. Donc pour la méthode de seuillage à partir d'histogrammes, dans cette méthode, il est demandé d'appliquer un seuillage global avec un seuil fixe. Donc si le pixel est inférieur au seuil, donc T que je peux appeler S pour seuil ou T pour threshold, il est classifié dans le premier segment, dans le deuxième sinon. Donc T peut être la valeur moyenne des niveaux de gris, la valeur médiane entre le temps minimum et le temps maximum, et ça on avait parlé, donc c'est le contraste de notre image qu'on avait vu durant le premier TD, le premier TP, enfin le deuxième plutôt, après la quantification d'échantillonnage. C'est donc le niveau de gris minimum, une valeur qui balance les deux sections de l'histogramme. Donc, je fais l'histogramme de mon image et je vais essayer de trouver le seuil qui va séparer l'histogramme en deux régions homogènes. La solution afin d'utiliser plusieurs seuils fixes. Si le pixel est dans un intervalle de deux seuils, il est classifié dans le segment correspondant. La première technique, on va faire une segmentation avec un seul seuil. Et le seuil, donc on va essayer de trouver ce seuil
à partir de l'histogramme de l'image. Pour la deuxième méthode, on va essayer d'avoir plusieurs seuils et donc plusieurs régions de notre image. Donc, dernière méthode, donc première méthode, un seul seuil. Deuxième méthode, troisième méthode, utiliser un seuil adaptatif. Donc, c'est quoi un seuil adaptatif? C'est comme suit. Donc, d'abord, on choisit un seuil initial. Ensuite, on va calculer la moyenne mu1 et mu2 des niveaux de gris pour chaque segment. Donc, je fais le seuillage de mon image. Je divise l'image en deux parties. La première partie qui est inférieure au seuil, la deuxième partie qui est supérieure au seuil. Et ensuite, pour chaque partie, je calcule donc la moyenne du premier segment et la moyenne du deuxième segment. Et je calcule le nouveau seuil t, tel que t est égal à 1 demi fois la première moyenne plus la deuxième moyenne sur 2. Donc ça, c'est mon prochain seuil. Et je répète donc le découpage de notre image en me basant sur ce seuil. Donc je répète cet algorithme jusqu'à ce que t soit fixe. Donc convergence, convergence, c'est-à-dire que le prochain t que je vais calculer va être égal à l'ancien t que j'ai calculé. Donc les deux régions, je ne peux pas faire une autre segmentation que la segmentation que j'ai déjà réalisée. Et donc, ça nous évite de faire un seuillage avec un seuil manuel. Donc pour les deux premières méthodes, manuellement. Pour la troisième méthode, on va chercher un seuil automatiquement. Donc, et on va boucler sur cet algorithme jusqu'à ce que le seuil soit fixe. Donc, la méthode converge lorsque t devient plus ou moins constant ou que le nombre d'itérations maximum est atteint. Donc, faites attention à cette note. Alors, la convergence d'un algorithme en informatique et en vision par ordinateur, généralement, on parle de convergence lorsque soit un paramètre est devenu fixe, donc ça peut être si je suis en train de minimiser une certaine erreur, si cette erreur devient fixe, donc ici je suis en train de chercher un seuil, donc si ce seuil devient fixe depuis la dernière itération, ou bien plus ou moins fixe, donc ici plus ou moins constant, c'est que c'est constant par rapport à un certain seuil. Valeur avec la nouvelle valeur, ça a changé avec une petite valeur, et dans ce cas-là, je vais dire que mon algorithme a convergé, ou bien le nombre d'itérations maximum est atteint. Donc, pour notre algorithme, on va définir un nombre d'itérations maximum, et on va boucler sur cet algorithme jusqu'à ce que soit le nombre d'itérations est atteint, soit le t est devenu stable. Donc, l'ancienne valeur de t est la même que la nouvelle valeur de t. Et si on trouve ça, donc on arrête notre algorithme et on vérifie notre résultat et on voit comment notre image a été segmentée. Donc, c'est un algorithme très, très simple, euh, mais performant si notre image contient des zones assez homogènes. Donc, ça, c'est pour le seuillage par histogramme. On peut aussi appliquer, donc pour le seuillage à K moyenne, on peut avancer un tout petit peu avec K moyenne, 1 ou 2 minutes maximum, parce que c'est très simple et ça ressemble beaucoup donc, au seuillage précédent. Donc pour les cas moyennes, un algorithme très très connu et très très simple. Donc j'applique l'algorithme de cas moyenne ou cas mid avant de segmenter les régions d'une image. D'abord, on choisit trois centres initiaux et là, donc le cas moyenne, c'est que K, je dois le définir. Donc c'est un paramètre utilisateur. Donc avant de lancer mon algorithme de segmentation, je vais dire que je veux segmenter mon image. Donc, je donne mon cas. Et donc, les cas, je vais définir des centres initiaux aléatoirement. Donc, je vais définir quelques centres dans notre image. On va calculer la moyenne plutôt donc pour chaque centre. Donc, les valeurs aléatoires qu'on aura choisies, on va les donner au centre de ces clusters. Donc, mu1, mu2 jusqu'à mu4. Sachant que K, c'est le nombre de clusters. Ensuite, donc, pour chaque pixel, je vais aller chercher si ce pixel
appartient au premier, au deuxième, au troisième ou bien au quatrième cluster. Je prends la valeur de mon pixel et je répète les étapes jusqu'à je pense qu'on a plus le temps. Euh, donc on va essayer de euh, et donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire par rapport par rapport à des questions s'il vous plaît. Sinon donc est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît? Je ne sais pas si ma connexion très bien, très bien. Donc il n'y a pas de questions. Parfait. Pas de questions jusqu'ici. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Et c'est quand le délai pour le TP4? Le délai pour le TP4, ça va être donc la veille de notre prochain TP. Donc, ça va être. Notre TP, notre ancien TP, on l'a fait le dimanche. Donc, ça va être la veille du dimanche, vu que je suis chez moi. Donc, je peux voir. Vous avez le délai jusqu'à, on va dire, samedi soir. Comme ça, dimanche matin, je peux toujours voir vos codes. Et jusqu'à samedi soir. Samedi de la semaine prochaine. Non, pas encore. Non, Mohamed, la semaine prochaine, je serai toujours en confinement. Donc, on se verra, Inch'Allah, en présentiel après les vacances. Donc, si vous êtes disponible le dimanche pour notre TP, là, avec Mohamed. Donc, si vous êtes disponible le dimanche, je suis là le dimanche. Donc, vous choisissez une autre journée et on fera notre TP la semaine prochaine. Ça va être dans... Vous m'entendez maintenant? Très bien. Donc, pour le délai du prochain TP, ça va être, ça va être donc la veille de notre prochain TP. Donc, si vous choisissez de faire le TP le lundi, ça va être le dimanche soir. Si vous choisissez de faire le TP le mardi, ça va être le lundi. Donc, vous m'informez par rapport au prochain TP, qui sera aussi en ligne, malheureusement. Très bien. Donc, je vous remercie et on se voit, Inch'Allah, euh, la semaine prochaine. En ligne toujours.